Oh! Je suis où, moi? Tu es dans la YouTube Content Society, un nexus à travers le multivers permettant de rallier tous les créateurs de contenu de la plateforme de tous les univers alternatifs. Wow! C'est génial! Mais lui, là-bas, c'est quoi son problème? Hein? Oh, lui, t'en fais pas avec ça, c'est un YouTuber cinéma. Il a fait une vidéo où est-ce qu'il donnait son avis sur les Star Wars produits par Disney. Et laisse-moi deviner, il a lu les commentaires? Et il a lu les commentaires, oui, c'est exactement ça. On avait dit pas les mamans. Sur ce, monsieur la gentille personne qui me ressemble de façon troublante, qu'est-ce que je fous ici? Eh bien, c'est simple, tu vas devoir créer du contenu de plus en plus élaboré, dans des laps de temps de plus en plus courts, le tout pour satisfaire l'algorithme, une des puissances les plus mystérieuses de l'histoire de la fiction. Wow, ça sonne assez déprimant. Bien sûr, en suivant un code de la communauté qui va changer ses règlements sans prévenir de façon constante. C'est drôle, tu vois, moi j'ai plutôt l'impression que toi t'as une façon de voir le monde et que selon toi, tout le monde autour devrait le voir de la même façon, peu importe le contexte. Ouais, c'est pas mal ça qui arrive. Sur ce, elle arrive quand l'analyse du mal sur Miguel O'Hara? Oh non, pas encore ça. Me regarde pas comme ça, c'est le personnage qu'on t'a le plus réclamé en commentaire. Oui, mais c'est même pas un méchant, c'est juste un antagoniste. C'est le personnage qu'on t'a le plus réclamé en commentaire. C'est le personnage qu'on t'a le plus réclamé en commentaire? Alors, tu vois, mon émission s'appelle Analyse du mal. C'est le personnage qu'on t'a le plus réclamé en commentaire. Oui, je sais tout ça, je sais, mais c'est pas facile de trouver des trucs à dire là-dessus. C'est un niveau d'écriture qui est quand même assez poussé. Petit, des fois donner ce qu'il veut au public, c'est pas facile. Je confirme. La ferme, mais si tu n'étais pas fait pour relever ce défi, on t'aurait pas choisi. Après tout, t'as ramassé 4 millions d'abonnés pour une raison. 4000. Quoi? J'ai environ 4000 abonnés. Si je me fie aux statistiques, le temps que cette vidéo sorte, je devrais les atteindre, merci beaucoup. J'ai perdu une journée complète sur un petit bâtard qui a même pas 1 million d'abonnés? Ben en fait, c'est ça, tu vois, la subtilité, c'est que je suis aussi un autre être humain et... Silence, paysan! OK. Algorithme, on a un intrus. Éjecte-le avant qu'il nous infecte avec son anonymat. Ben quoi, tu vas faire quoi? Me balancer dans un portail de retour chez moi parce que je suis un peu moins connu que toi? Oh, t'es sérieux, là? Pas croyable. Vraiment pas croyable. Donc ouais, Miguel O'Hara, c'est un cas à part. Salutationalisation et bienvenue à ce 22e épisode d'Analyse du mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Dans la liste des opinions qui sont sûres de faire parler autour de vous dans le monde du cinéma, on a à dire quoi que ce soit de négatif sur un film de Tarantino, dire quoi que ce soit de positif sur un film de Shyamalan, et dire quoi que ce soit tout court sur la saga Star Wars. Mais dans cette optique, on a aussi la question de Spider-Man et de quelle itération de l'homme araignée est votre préférée. Question à laquelle je vous invite à répondre en commentaire, ainsi qu'à me laisser un personnage que vous aimeriez nous voir analyser, sans oublier de liker la vidéo et de vous abonner au passage. Que ce soit le côté kitsch et classique des Spider-Man de Maguire, l'univers sombre et froid de celui de Garfield, ou juste parce que vous êtes Marvelophile et que vous aimez Tom Holland. Le point étant que peu importe quelle est votre opinion sur le meilleur Spider-Man, vous avez probablement un document complet avec des choses à dire dedans. Mais si certains avis divergent, il y en a qui convergent, et un de ces points qui rassemble la plupart des fans de Spider-Man, c'est bien les films Spider-Verse avec Miles Morales en tête de proue. Ces films, ils sont bons, ils sont excellents même, tellement en fait que j'ai déjà produit une vidéo sur le sujet, mais une deuxième n'est pas hors de question. Et un point qui semble réunir tout le monde par rapport à ces œuvres de fiction, c'est l'antagoniste principal du deuxième film, à savoir Miguel O'Hara, le Spider-Man de 2099. Le Spider-Verse. Spider-Verse? Ah, c'est un nom stupide. Ça s'appelle le polymultivers arachno-humanoïde. Bon, j'avoue, c'est pas tellement mieux. Miguel est un personnage fascinant, aussi spécial et plein de profondeur que n'importe quel Spider-Man en fait. Et je pense que vous en êtes conscient parce que c'est en effet un méchant qu'on m'a réclamé 2 ou 3 fois en commentaire sur des vidéos précédentes. Votre vœu est exaucé, aujourd'hui on parle de Miguel O'Hara, soyez donc sûr d'avoir vu les 2 films Spider-Verse pour éviter les spoilers, ainsi que de réclamer votre méchant préféré en commentaire et on s'y attardera peut-être dans une future vidéo. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire de Miguel O'Hara. Bon allez, je le fais, j'ai pas le choix. Bon, reprenons depuis le début une dernière fois. Je m'appelle Miguel O'Hara et j'ai pas été mordu par une araignée radioactive. Mais pour les 31 dernières années, j'ai été le seul et unique
Spider-Man 2099. Je suis sûr que vous connaissez la suite, plus ou moins. J'étais à la tête d'un département de recherche dans la société Alchemax où j'essayais de recréer les pouvoirs du premier homme araignée. Ça se passait bien au début, mais mon patron a décidé de m'envoyer des drogues super expérimentales pour me rendre accro et s'assurer de ma loyauté. Ce qui était pas très gentil. J'ai essayé de me soigner moi-même, mais vous vous en doutez, ça s'est mal passé. À cause d'un de mes collègues de travail, la machine m'a éclaté à la gueule. Par contre, ça m'a donné des super pouvoirs et c'est là que mon patron a envoyé un cyborg à mes trousses. J'ai donc pris le costume que j'avais fabriqué en labo pour la fête des morts au Mexique, assez résistant pour être capable de maintenir sa solidité pendant une fête mexicaine. Googlez-le, c'est la vraie raison pourquoi ce costume est si résistant. Et au final, j'ai eu une assez belle existence. J'ai eu beaucoup de comics, un jeu vidéo bien, un caméo dans Ultimate Spider-Man, mais la vérité, c'est que le grand public me connaît pour une chose en particulier, le film Spider-Verse. Oui, voilà, c'est l'origine globale de O'Hara. Je vais pas non plus vous résumer 30 ans de comics en une vidéo. Parce qu'après tout, vous le savez, généralement dans ces vidéos analyse du mal, j'essaye de m'attarder sur une seule version du personnage. Et le Miguel O'Hara de Spider-Verse, il est un petit peu différent de celui des comics. Toute l'histoire avec Alchemax, avec le labo, avec le collègue de travail qui lui fait péter une machine à la gueule, ici, ça reste. La différence, c'est que quand il commence à être Spider-Man, il va découvrir le multivers. C'est là qu'il va commencer à observer et surtout à surveiller le multivers avec l'aide de Layla, son intelligence artificielle. C'est avec cette IA que Miguel va voir l'incident du premier Spider-Verse, à savoir les Spider-Man qui se retrouvent dans la dimension de Miles et les conséquences que ça engendre. Il va s'absenter pour 2 heures, je sais pas ce qu'il faisait, mais il va manquer le dénouement de cette histoire, qui lui sera donc racontée par Layla. J'ai besoin de vacances, moi. Bon, ChatGPT, comment se porte le multivers? Oh mon Dieu, Miguel, t'y croiras pas, c'est la merde partout, il faut faire quelque chose, ils ont ouvert un trou dimensionnel! Je suis parti, littéralement 2 heures. Et au passage, quand il reviendra dans son laboratoire, il va se rendre compte que le prototype de sa machine Gizmo qui lui permet de sauter d'un univers à l'autre est finalement prêt. Il va la tester, se rendre sur la Terre 67 et se retrouver devant le Spider-Man de cette dimension, là où les deux hommes araignées se retrouveront dans une argumentation qui les mène à se pointer du doigt l'un l'autre. Je vous jure que c'est canon, allez checker le wiki. Bref, Miguel, il va se rendre compte que l'incident avec le Super Collider du premier film Spider-Verse a ouvert les portes du multivers et que plein de vilains de Spider-Man se retrouvent d'un univers à l'autre. Et ça, c'est sans même compter le plus grand adversaire et probablement le plus grand cauchemar de Miguel O'Hara. Plus que Miles Morales, plus que la drogue Rapture, plus que les enfants bâtards de tous les Docteurs Octopus femelles et tous les bouffons verts mâles et inversement du multivers. Je parle bien sûr de la propriété intellectuelle de Spider-Man. Oui, parce que si vous avez dormi dans une grotte, elle-même dans les confins des abysses où avez vraiment rien à battre de ce qui se passe chez Marvel depuis les 4 dernières années, vous le savez, Sony et Disney, ils se disputent la garde de Spider-Man tels deux parents en plein divorce. C'est donc ça que ça fait d'avoir des parents qui veulent de toi. Ça a l'air bien. Une vidéo histoire du cinéma sur le procès Sony-Marvel, ça pourrait être intéressant. Soyez sûr de la réclamer en commentaire si c'est ce que vous voulez. Et maintenant, c'est moi qui me tape la corvée de remettre tout le monde à sa place pour éviter que l'espace-temps soit anéanti. Et je te dirai pas, je suis Dr. Strange, du petit nerd sur la Terre 199999. Sur ce, si Sony n'a jamais techniquement été approuvé pour cette référence de la part de Disney, ça implique quand même quelque chose, c'est que Miguel a été témoin de la fin de No Way Home et qu'il a eu à peu près la même réaction que la plupart des fans pendant le reste de la phase 4. À savoir un mélange de peur, de désespoir, de colère et d'incompréhension. Le tout agrémenté bien sûr de curiosité morbide. Bref, tout ça, ça va mener à la création de la Spider Society, une équipe d'élite faite de tous les Spider-Man du multivers, faite pour ramener les anomalies dans leurs univers respectifs. On a plusieurs Spider-Man confirmés, comme celui des jeux Insomniac, le spectaculaire Spider-Man issu de la meilleure série d'animation de l'histoire de Marvel, injustement annulé par Disney pour la remplacer par quelque chose de moyen. Je sais pas qui a eu l'excellente idée de laisser Totally Spies se reproduire avec Marvel Comics, mais ça a donné Ultimate Spider-Man. Mais d'après le wiki, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Miguel y est allé chercher un Spider-Man sur la Terre 616. La Terre 616, c'est la continuité principale de Marvel Comics. Quand on parle de canon dans le monde du comic book, c'est à cet univers
univers qu'on fait allusion. Ce qui implique A, que la version définitive de Peter Parker se trouve quelque part dans les quartiers généraux d'Ohara, mais aussi qu'il est plus que probable qu'on y retrouve une version comics de Miles Morales. Bref, Miguel, il va fonder cette équipe d'élite de plusieurs Spiders et tout va bien se passer pendant environ 4 secondes. Miguel, il va faire ce que j'aime appeler un Rick Sanchez, c'est-à-dire qu'il va scanner le multivers pour trouver une dimension où son équivalent vit la vie dont il a toujours rêvé. O'Hara n'a jamais été Spider-Man. À la place, il a rencontré une jeune femme, ils se sont mariés et ils ont même fondé une famille. Et c'est une comparaison qui va venir énormément attrister Miguel. Un jour, le Miguel sans pouvoir va se faire sauvagement assassiner et c'est notre O'Hara, plein de bonnes intentions, qui prendra sa place pour élever sa fille et bâtir une vie avec sa femme. Là, Miguel va devenir assez heureux, tellement heureux qu'il va presque laisser Spider-Man derrière, y compris la Spider Society et toute sa mission autour du multivers. Le plus j'y pense, le plus je me rends compte que Spider-Man 2099 ressemble plus à Batman qu'à Spider-Man. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc évidemment, tout se passe bien, Miguel il a sa nouvelle femme, sa nouvelle fille, blablabla, il est heureux. Mais, si vous lisez beaucoup de comics, déjà, d'un, manifestez-vous en commentaire et dites-moi c'est lesquels vos préférés parce que je veux qu'on échange plus là-dessus. Et de deux, vous le savez, Marvel Comics a 2 règlements. On ne va pas plus de 4 ans sans reboot et Spider-Man ne peut jamais être totalement heureux. L'univers envahi par Miguel va commencer à s'effondrer sur lui-même. C'est là que O'Hara fera appel à la Spider Society pour l'aider à contenir l'incident. Ce qui va malheureusement échouer. L'univers se détruira, la fabrique de sa réalité déchirée et la fille adoptive de Miguel va mourir dans ses bras. Ici, Miguel, il va faire une réalisation. Il existe des sortes de points dans le temps qui doivent arriver. Des versions d'un certain événement qui arrivent à chaque personne ayant le droit de s'appeler Spider-Man dans le multivers. On appelle ça des canon events, qu'on peut traduire par événement canonique ou par événement canevas. Des points qui, s'ils sont empêchés, peuvent avoir des conséquences désastreuses. C'est ce qu'on appelle le canon. Ce sont des chapitres qu'on retrouve dans toutes les histoires de Spider-Man, sans exception. Certains heureux, certains tristes. C'est en se distançant des autres Spiders que Miguel fera cette réalisation. Il deviendra beaucoup plus strict sur la manière d'opérer dans le but de se racheter pour ses erreurs. À partir de ce point dans l'histoire d'Ohara, ce qui compte, c'est la préservation du multivers et de ses habitants. Rien d'autre. Une découverte intéressante qu'Ohara va faire, c'est l'incident de la Terre 1610, celle du Miles que l'on suit dans les films Spider-Verse, a empêché un de ces événements canoniques. À la base, l'araignée qui est venue mordre Miles Morales, elle venait de la Terre 42, ce qui implique que cette même version de l'univers n'a pas un Spider-Man pour la protéger. Le Miles de cet univers va devenir le rôdeur, son destin étant probablement de devenir Spider-Man. Miles étant devenu une anomalie, Miguel aura un règlement très strict par rapport au fait de le contacter. 2099 va un jour intervenir dans un combat entre Spider-Woman et le vautour d'une dimension tierce, où il finira par prendre pitié pour la jeune femme et la recruter. Je sais pas comment arranger ça. Ouais. Bah... bienvenue dans le club. En échange du silence des amis de Miles envers ce dernier, Miguel promettra de ne jamais lui révéler la réalité comme quoi il est une anomalie. Miles ayant pris conscience du fait que son père doit mourir pour un événement canonique, Miguel et lui entreront en duel. Morales parviendra à s'enfuir, mais se retrouvera sur la mauvaise terre. Et c'est pas mal là que nous laisse le dernier film Spider-Verse, avec un Miles Morales en cavale et une société de Spiders à sa poursuite dans sa propre dimension, avec à sa tête Miguel O'Hara, l'homme le plus inflexible qui puisse exister, et surtout celui maudit par la connaissance de ce qui peut arriver. Bon, reprenons depuis le début. Mon nom est CyberGhost. J'ai été mordu par un VPN radioactif et pour les 15 dernières années, j'ai été le seul et l'unique CyberGhost VPN. Un VPN, c'est un service qui te permet de masquer ton IP et de contourner les firewalls et les géorestrictions. J'ai toujours été super user-friendly et personne n'a jamais eu besoin d'un cours ou d'un background dans le monde de la techno pour m'utiliser. CyberGhost, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le globe, le VPN numéro 1 sur Trustpilot et le pouvoir de masquer votre IP, de rediriger ainsi que de protéger vos données et d'empêcher le trafic Internet de se retrouver au grand public via un tunnel VPN sécuritaire. Mais surtout, ça vous permet l'accès à du nouveau contenu. Avec CyberGhost, vous pouvez débloquer les catalogues internationaux de Netflix, Disney+, Amazon Prime et bien d'autres pour un total de plus de 38 services de streaming différents. Et vous pouvez me faire confiance puisque jamais, au grand jamais, je n'enregistre vos données. J'ai une politique incroyable par rapport à ça. Avec mes pouvoirs de VPN radioactif, protège jusqu'à 7 appareils différents incluant un Mac, une plateforme Windows, une console de jeu Smart TV,
appareil iOS, Android et si vraiment t'es un hipster comme il s'en fait plus, un Linux. Vous pouvez dès maintenant prendre un abonnement CyberGhost pour surfer le web en toute sécurité avec une politique de remboursement sous 45 jours et un service de support technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disponible en 4 langues différentes. Et tout ça parce que la seule chose qui se tient entre Internet et le web surfing dangereux, c'est moi. En utilisant le lien en description, bénéficiez donc de 4 mois d'abonnement gratuit et d'une réduction de 84%. C'est seulement 2$ et 3 sous canadiens par mois pour la sécurité de vos données. Et est-ce que vous avez suivi le cours du dollar canadien ces 10 dernières années? C'est basiquement de l'argent de Monopoly. Autant vous dire que ça coûte rien. Sur ce, merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Conformisme. Pour se rendre compte comment Miguel est le contraire d'un Spider-Man, il faut commencer par comprendre qu'est-ce que c'est un Spider-Man, qu'est-ce que c'est pour le lecteur, qu'est-ce que c'est pour le spectateur, qu'est-ce que c'est pour Miguel, mais surtout, qu'est-ce que ce n'est pas. Depuis sa création, l'homme araignée a toujours remis en cause certaines conventions sociales. Il a toujours été un petit symbole de l'anticonformisme. Flashback 1962, notre dieu et sauveur à tous, Stan Lee, est plus grand que jamais après le succès de personnages comme Hulk ou les 4 Fantastiques. Il avait une idée pour un autre personnage, un jeune homme de 15 ans nommé Peter Parker qui, vous l'aurez deviné, avait des pouvoirs d'araignée. Stan Lee va en parler donc à son éditeur Martin Goodman qui pensera que Lee avait totalement perdu la tête. Pas seulement parce que les gens détestent les araignées, mais aussi parce qu'il voulait créer un personnage principal qui est un adolescent avec des problèmes d'argent, des problèmes sociaux, bref, un personnage assez atypique. Et si aujourd'hui c'est monnaie courante parce que la plupart des sagas cinématographiques et littéraires parlent de l'adolescence, à l'époque, ça se faisait pas trop. Déjà, on est dans un monde où Batman et Superman existent depuis plus de 20 ans chacun. À la base, t'as perdu. Du côté Marvel, on enchaîne avec Captain America, qui lui aussi est dans la trentaine dans le comics environ, et les ados dans les comics, ben c'est plutôt des sidekicks comme Bucky Barnes, Aqualad et autres Robin. Donc, dans les années 60, proposer un personnage adolescent qui a des problèmes d'argent relationnel, etc., c'est comme si aujourd'hui t'arrivais dans une boulangerie et que t'avais ça. Bonjour, j'aimerais une baguette ciabatta, s'il vous plaît. On fait plus de pain ici. Par contre, pour vous, si vous voulez, j'ai des tomates pourries nappées dans de la crème laissée à température pièce pendant 4 jours. Autant dire que l'éditeur, il était pas super chaud à l'idée. Jusqu'au jour où est-ce qu'on avait une série de comics d'anthologie qui était sur le point de s'achever avec son 15e numéro. Amazing Adult Fantasy, que pour le dernier numéro, on va renommer Amazing Fantasy. Et si on s'accorde à Stan Lee lui-même, quand t'es sur le point de tuer une série d'anthologie, tout le monde s'en fout de ce que tu mets dedans. C'est là qu'il va décider d'intégrer Spider-Man au livre. On va retrouver dans cette histoire beaucoup de ce qui fait de Spider-Man qui il est, à savoir la mort de l'oncle Ben, l'identité secrète, l'araignée radioactive et les grands pouvoirs qui amènent de grandes responsabilités. C'est des mois après que Goodman, il va s'intéresser aux chiffres et se rendre compte qu'en termes de vente, Spider-Man, c'est un des plus grands succès de l'histoire de la compagnie. Ce qui ressort énormément, c'est à quel point le lecteur empathie et se voit en Peter Parker, à quel point, juste comme vous et moi, il a des problèmes, disons, avec les relations de couple, avec les amis, avec l'école et avec l'argent. Beaucoup de fans de Marvel, moi le premier, considèrent que le fait d'intégrer Spider-Man à Amazing Fantasy numéro 15, c'est ce qui a marqué un tournant dans le monde du comics. C'est le moment qui a défini la différence entre les deux firmes majeures, ce qui établit que Marvel crée des personnages faits pour être empathisés et compris, et DC Comics des personnages faits pour être admirés et vénérés. Bref, Spider-Man, c'est un personnage qui, jusque dans sa création, a pris l'habitude de briser le moule. Et ça, on le voit encore aujourd'hui. Le concept même de Spider-Man, c'est d'arrêter les méchants tout en étant techniquement hors la loi. L'iconographie du justicier masqué revient énormément entre les itérations, souvent un point de discorde avec des personnages comme Jonah Jameson, qui le décrit comme aussi dangereux que les monstres et super vilains qu'il affronte, ou le capitaine Stacy, qui le considère comme un élément perturbateur. Dangereuse menace? Non, moi je pense qu'elle est gentille. Pourquoi elle a un masque si elle n'a rien à cacher? Peter Parker! Je connais May et Ben Parker depuis 12 ans. Peter Parker a mangé à ma table. Lui et ma fille étaient meilleurs amis. Je travaillerai sans relâche jusqu'à ce que j'arrête cette Spider-Woman. Mais aussi dans beaucoup de ces itérations, ce genre de personnages finissent par comprendre que, aussi inhabituelle qu'est la façon de faire de Spidey, elle est nécessaire et efficace. Ma préférée, c'est dans Spectacular Spider-Man, où tu le vois à travers les épisodes que oui, le père de Gwen, le capitaine Stacy, il connaît l'identité secrète de l'homme araignée, mais qu'il a quand même une forme de respect pour le justicier parce qu'il utilise ses pouvoirs pour faire le bien. Et ça, c'est une essence très importante de Spider-Man. Oui, il brise les conventions sociales, oui, il brise le moule, mais il ne le fait pas par plaisir ou par anticonformisme, il le fait pour aider les gens.
Et ça, c'est tout ce qui compte. Ce qui vient créer une doctrine quand même assez intéressante. Peter Parker à l'école, il est seul, pas sûr de lui, un vrai nerd comme il s'en fait plus. Et quand il revêt le masque, ironiquement, il peut devenir lui-même, à savoir une personne prête à aider, il s'amuse en le faisant tout en lâchant des tirades drôles et sarcastiques. Un conseil, à l'avenir, si tu veux voler des voitures, t'habilles pas comme un voleur de voitures. T'es qui, au juste? T'es de la police? T'es sérieux? Tu trouves que j'ai l'air d'un policier? En costume moulant rouge et bleu. C'est un couteau. Oh, c'est un vrai couteau. Ouais, c'est un vrai couteau. C'est mon point faible, les petits couteaux. Au sein de la Spider Society, on retrouve ce mouvement anticonformiste. Peter B. Parker, il a eu un enfant avec Mary Jane. Il est un des rares Spider-Man à pouvoir concilier vie de héros et vie de famille. C'est toi qui m'as donné envie d'avoir un enfant. Je me suis dit que si je fais de mon mieux pour l'élever correctement, peut-être qu'un jour, elle deviendra comme toi. Gwen, elle est la fille d'un agent de police et agit quand même de façon super héroïque. Elle refuse d'écouter les ordres de Miguel et on a cette excellente scène. Je sais que Miles est ton ami, mais on n'a pas le choix. Mais mon cœur me Alors dit serre-toi de ta tête. Disant essentiellement que ce qui ne fonctionne pas chez Gwen, c'est le fait qu'elle ne réfléchit et n'agit pas comme le reste de la Spider Society. Elle joue même de la batterie dans un groupe de punk rock. C'est un mouvement musical qui est connu pour envoyer chier les conventions. Aussi, on a Hobie Brown, qui est un Spider-Man punk, qui lui-même se dit anticonformiste. C'est limite s'il a pas rejoint la Spider Society pour la démonter de l'intérieur. Fais ici, toi. Je veille sur ma batteuse, c'est tout. T'enrôles pas avant de savoir pourquoi tu te bats. Je suis contre les équipes. T'es pas dans un groupe de musique? Je suis contre la cohérence. Bref, si tu veux définir Spider-Man, c'est un personnage authentique, sarcastique, avec qui on empathie, qui n'a pas peur de ne pas se conformer pour pouvoir aider les gens. Et c'est le fait d'aider les gens qui lui permet de s'épanouir pleinement en tant que personne quand il porte le masque. Arrive ensuite Miguel O'Hara. La première chose que tu apprends sur lui dans le long métrage, c'est qu'il gère une société de Spider-Man qui doivent se conformer à un certain règlement par rapport au fonctionnement du multivers. Et y a Miguel, le grand, c'est son idée. Pour O'Hara, comptant ce qu'il a vécu, être Spider-Man, c'est un fardeau et un sacrifice. Il prend le concept de pouvoir et responsabilité et le monde à un autre niveau. Si oui, le fait d'être Spider-Man veut dire faire beaucoup de sacrifices, à aucun moment tu ne sens que n'importe lequel des Spiders qu'on nous présente ne voudrait arrêter d'être un héros. Ils aiment être Spider-Man. Être Spider-Man, c'est tellement facile. Je déteste les étiquettes, je suis pas un héros. Ceux qui se qualifient de héros sont des autocrates, narcissiques et mythomanes. Malgré tout ça, j'aime toujours autant être Spider-Man. Qui n'aimerait pas ça? Tous sauf un étant Miguel O'Hara qui a trouvé une dimension où il trouvera finalement le bonheur parce qu'il n'est jamais devenu l'homme araignée. Je le sais parce que je l'ai moi-même transgressé. J'ai trouvé un autre monde où j'avais une famille, où j'étais heureux. C'est quand Miles va refuser de se conformer aux lois de Miguel qu'il sera rejeté par le groupe de Spiders. Et là, on aura la scène qui, selon moi, prouve que ce que Miguel considère comme une faiblesse chez Miles, c'est en fait une de ses forces. J'ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça! La technologie de Miguel n'est pas capable de contenir les pouvoirs électriques de Morales. C'est en sortant du moule établi par O'Hara que Miles va réussir à s'enfuir. Et c'est même pas la première fois du film que ça arrive. Vous vous rappelez quand Miles a réussi à infiltrer la Spider Society en utilisant son pouvoir d'invisibilité? Bref, Miguel, il a une idée de ce que les Spider-Man devraient être pour des raisons de sécurité multiverselle. Et il est tellement pris dans ses idées que quand quelqu'un sort autant du moule que Miles ou Hobie, il les antagonise directement. Père. J'ai quelques nouvelles idées pour attraper la tâche. Oh, wow. Il veut juste qu'on le prenne au sérieux. Tout le monde... Wow! Il se préoccupe de la tâche. Et toi, je vais essayer de t'ignorer. Je sais pas ce que je vais faire de Je toi. suis même pas là. Et c'est là le problème. Miles, il a objectivement gagné ce combat avec ses habilités. Il échappe à au-dessus de 200 araignées et il parvient même à faire du 1v1 avec Miguel O'Hara. Le problème étant que Miguel, il est parti loin dans son déni. Un anti-Spider-Man. Alors ici, petite observation personnelle. J'ai toujours trouvé que dans les variants dimensionnels de Spider-Man, Miguel O'Hara, c'est un des, si ce n'est le plus atypique. Ce qui est quand même vraiment ironique quand tu sais que le principe du personnage, c'est le conformisme. Déjà de base, on fait référence à lui comme un Spider-Man vampire. Ah, c'est un genre de Spider-Man ninja vampire, mais il est gentil. C'est plus une blague qu'autre chose, mais ça dépeint une certaine réalité sur O'Hara. Il est beaucoup plus monstrueux que les autres Spiders. Regagnez le sol. Restez pas ici! Vous êtes encerclés. Je fais partie des gentils!
Vous n'avez pas l'air si gentil que ça. Vous allez devoir vous taire et me faire confiance. Même dans les comics, dans l'accident qui lui donne ses pouvoirs, les planches vous font comprendre que le personnage qui le découvre est horrifié de le trouver ainsi. Il a des crocs et des griffes, plein d'éléments appartenant au domaine des monstres, et il utilise ses toiles laser, contrairement aux autres Spider-Man qui ont des toiles organiques ou des lance-toiles. Et un petit détail visuel qui m'avait échappé avant de revoir le film pour cette vidéo, c'est son araignée. La plupart des Spider-Man du multivers, ils arborent le logo d'araignée, de façon ou d'une autre. Et Miguel, il ne fait pas exception à la règle, mais il ne le porte pas de la même façon que les autres araignées. Regardez ça, je superpose les images, est-ce que vous voyez la différence? D'un, l'araignée de Miguel est beaucoup plus grande que bien des logos. Elle s'étend sur tout son corps de façon organique, ce qui fait penser à son pouvoir d'injecter du venin dans le corps de ses victimes. De deux, on peut presque y deviner un crâne qui encore une fois fait écho au poison design adouci par le film, mais si je mets l'araignée du comics à côté, voilà tout de suite c'est plus clair. Et finalement, O'Hara est un des rares Spider-Man à avoir une araignée qui a la tête en bas, opposée aux autres Spiders qui l'arborent se dirigeant vers le haut du corps. Un bel indice pour nous faire comprendre à quel point O'Hara est atypique. Un hasard, me direz-vous, mais oui, totalement, c'est un hasard, exactement comme sur l'affiche promotionnelle du film. C'est un hasard que Miles soit le seul Spider-Man à représenter la tête en bas pour qu'on nous fasse bien comprendre à quel point, chez les Spiders, il est atypique lui aussi. Et puisqu'on en est à parler de visuel, parlons maintenant d'art. Un côté quand même assez important du personnage de Spider-Man que tout le monde oublie, c'est que la plupart des Spider-Man du multivers, c'est des artistes. Si oui, ce sont généralement des scientifiques, ils ont souvent une activité artistique à côté. Peter Parker est un photographe pour le Daily Bugle, Gwen Stacy joue de la batterie, Hobie Brown est un guitariste punk rock, même le Miles Morales des jeux Insomniac c'est un musicien, et dans l'univers de Spider-Verse, il est un artiste graffeur avec un grand talent pour le dessin. Versus Miguel, qui semble ne posséder aucune fibre artistique, qui porte un costume fait et assemblé pour une tradition religieuse plutôt que pour porter un symbole, et qui le complète avec une cape pour des effets pratiques plutôt que esthétiques. Et finalement, la grande différence entre O'Hara et les autres Spiders, c'est leur sens de l'humour. Miguel ne plaisante jamais dans le film, alors que le fait de faire des blagues pendant un combat, c'est un symbole de ce qu'est Spider-Man. C'est même pointé par Peter Parker. On essaie d'avoir une conversation d'adulte ici. Tu sais que toi t'es le seul Spider-Man qui rit jamais. Non mais ris un peu, ça te détendrait. Peter, le sort du multivers est entre... On parle de ça. Et en tant que tel, le fait d'avoir une Spider Society qui veille sur le multivers, c'est assez atypique chez Spider-Man. Je le rappelle, mais Peter, Miles, Gwen, c'est pas des X-Men, c'est pas des Avengers, c'est pas des Gardiens de la Galaxie, c'est les araignées sympas du quartier. Et Miguel, lui, il observe le multivers. Et en observant le multivers, Miguel, il fait quoi? Il obsède sur quelque chose. Les événements canoniques. La définition de canon, ce qui devient la signature d'Ohara, c'est un modèle idéal auquel il faut se conformer. Déjà ici, ça prouve que O'Hara, il est assez différencié. Il s'accroche aux événements canon pour savoir si oui ou non tu es un Spider-Man. Les événements canoniques, c'est assez méta comme explication. Scientifiquement parlant, c'est très flou de comprendre comment la mort d'un policier peut empêcher une dimension de s'écrouler. Ma théorie personnelle, c'est que O'Hara, il est tellement convaincu de son propre bullshit, à savoir les événements canoniques, qu'il ne voit pas que c'est des arguments assez faciles à démonter. Les événements canoniques ont été observés par O'Hara pendant sa reconnaissance dans le multivers. Et on sait que ça a commencé entre les deux films. Ça implique donc que Miguel, il a réussi à tirer des conclusions sur pourquoi une dimension a survécu ou non pendant ce temps. Ce qui a duré maximum 16 mois d'observation. Et depuis 1 an et 4 mois, je suis le seul, l'unique Spider-Man de Brooklyn. 16 mois, c'est très court. J'appelle pas ça assez pour définir les lois du multivers. De deux, Miguel, il le dit lui-même, les événements canoniques, ça fait partie de l'histoire de chaque Spider-Man à chaque fois. C'est ce qu'on appelle le canon. Ce sont des chapitres qu'on retrouve dans toutes les histoires de Spider-Man, sans exception. Ce qui n'est pas non plus vrai. Littéralement, le premier exemple qu'on voit, c'est l'araignée radioactive. Quelque chose qu'on a établi n'est jamais arrivé à Miguel, la personne donnant l'explication. C'est ça qui me trigger chez O'Hara. Il montre des événements canoniques, mais on s'attarde jamais à la question est-ce que ça le concerne, oui ou non. Et dans le cas de l'araignée radioactive, littéralement, le premier exemple donné, le symbole de Spider-Man et de la saga Spider-Verse, dans la plupart des monologues, ça n'est jamais arrivé à Miguel. Pourquoi donc est-ce que la dimension où Miles sauve le capitaine de police tombe, me direz-vous? Eh bien, j'ai une théorie. Et si en réalité, ces événements canon ne reliaient pas les Spiders, mais faisaient simplement partie de ce qui relie les réalités ensemble, comme une pièce du puzzle. Une pièce importante pour le fonctionnement de l'univers, mais qui ne fait que le fragiliser une fois enlevé, laissant donc l'univers vulnérable à un ennemi comme la Tâche, qui s'amuse avec la fabrique du réel depuis des mois. Une autre preuve que les événements canoniques, c'est juste du gros bullshit, c'est la Terre 42, là où l'araignée radioactive n'a jamais mordu Miles
Miles Morales. L'araignée, c'est littéralement le premier événement canonique que Miguel présente, juste avant de dire que ça doit arriver à chaque fois. Et présentement, on n'a pas une, mais 2 dimensions où c'est jamais arrivé et où elles ne se sont pas écroulées. Salut tout le monde, petit détail qui m'avait échappé au moment d'écrire cette vidéo, mais dont je viens de me rendre compte. Miguel dit que l'événement canonique concernant le fait de laisser mourir un capitaine de police implique qu'il doit être en train de sauver un enfant de débris qui tombent. Mais littéralement, l'exemple qu'on nous montre avec le Spider-Man de Andrew Garfield, il n'y avait ni enfant ni débris. Ce capitaine Stacy est mort en affrontant le lézard avec un shotgun. Ça pourrait juste être une mauvaise explication de la part de Miguel, mais sachant à quel point pour lui les événements canoniques sont importants, j'en doute. Bref, j'ai l'impression que le film laisse des petits indices ici et là comme quoi les événements canoniques, c'est plus une hypothèse à laquelle O'Hara s'attache qu'une vraie règle multiverselle. Pourquoi? Parce que Miguel est sauté aux conclusions beaucoup trop vite et après son aventure dans un monde où il pensait pouvoir être heureux, a absolument tout perdu et ça l'a mis dans une position où il a pris la seule explication qui lui semblait logique pour préserver le multivers. À savoir empêcher les anomalies techniquement donc, comme Miles Morales, à qui il n'hésitera pas de dire qu'il n'est pas Spider-Man. Tu n'aurais jamais dû devenir Spider-Man. Non! Tu mens! Je suis Spider-Man! Ouais, une erreur! La seule vérité concrète que Miguel expose, c'est l'effet papillon qui mène à la création de la tâche et donc la fragilisation du multivers. Si elle ne t'avait pas mordu, Peter Parker serait en vie. Mais non, il est mort en te sauvant. Toi! Il aurait arrêté le synchrotron avant la catastrophe. La tâche n'aurait pas existé. Ici, Miguel explique à Miles que même si son anomalie n'a pas détruit un univers, ça a mené à une dimension sans Spider-Man et la création d'un méchant super dangereux pour ce dernier. Et même si c'est techniquement vrai dans ce cas présent, ce que Miguel il oublie, c'est que Miles, il a fait énormément de bonnes choses avec ses pouvoirs, dont stopper le caïd qui, de toute façon, s'apprêtait à ouvrir une brèche dans le multivers. Sans parler du fait qu'il blâme Morales pour la mort du Peter de son univers. Alors, dans les faits, si ça se trouve, même sans l'intervention de Miles, Osborn aurait gagné contre Spider-Man. Et même s'il avait perdu, sachant que Fisk a plusieurs labos de recherche, des labos ou des tests concernant le multivers se font, on aurait probablement vu ce dernier être touché de toute façon. Miguel, il utilise Miles comme un bouc émissaire. Il lui met tout ce qui se passe dans le multivers sur le dos. Pourquoi? Parce que c'est un homme triste, qui a tout perdu et qui a besoin d'un coupable. Mais le seul problème dans la logique d'Ohara, dans la logique des événements canoniques par rapport à Miles, c'est que Miguel, il ne réalise pas que ce que dépeint Miguel par rapport à qu'est-ce qu'est Spider-Man, ça n'intéresse plus Morales. C'est quoi être Spider-Man? Les films Spider-Verse portent énormément de messages. C'est pour ça que les deux sont excellents. C'est parce que n'importe qui peut s'identifier à au moins un personnage. Mais un message que moi je trouve très intéressant, c'est la quête identitaire dépeinte dans la dichotomie entre Miles et Miguel. Miguel, il a pensé pouvoir usurper l'identité de quelqu'un qui était essentiellement lui sans conséquence. Quelqu'un qui marchait comme lui, parlait comme lui, peut-être pensait comme lui, mais surtout quelqu'un qui n'avait pas Spider-Man, à la place il avait une famille. Miles, lui, il a 15 ans, un âge où on se pose beaucoup de questions par rapport à notre identité, mais aussi on a ces fameux monologues. Ok, reprenons une dernière fois. Ok, tout le monde, reprenons une dernière fois. Ok, tout le monde. Reprenons du début une dernière fois. Ok, reprenons une dernière fois. Pour de vrai cette fois, juré. Et ce monologue, il est repris dans ce que je considère personnellement comme la meilleure scène de la saga Spider-Verse. Miles va commencer par pointer le fait que Miguel a des griffes, lui demandant s'il est sûr d'être Spider-Man. T'as des griffes? Oh, t'es sûr que t'es réellement Spider-Man? Occasion que Miguel va donc prendre pour lui retourner la question de façon sérieuse. Et toi, sais-tu qui tu es? Réellement? La différence étant dans le sous-texte, Morales demande à O'Hara de façon comique s'il est sûr d'être Spider-Man, et Miguel prend cette occasion pour lui demander de façon sérieuse s'il se pense digne de porter le costume. Ce qui fait écho à un autre thème de la saga Spider-Verse, à savoir, ça pourrait être n'importe qui derrière le masque. Il a toujours dit que n'importe qui aurait pu porter le masque. On était amis, tu sais. Je peux le retourner s'il me va pas? Il va t'aller. Un jour ou l'autre. Même Stan Lee de son vivant le disait, le charme de Spider-Man, c'est que sous cette cagoule, il pourrait être un homme, une femme, un noir, un blanc, un hispanique, et que c'est pour ça qu'il adore le personnage. Vient ensuite ce fameux échange. Je m'appelle Miles Morales. J'ai été mordu par une araignée radioactive.
Et je suis certain que tu connais la suite, connard! Si vous n'avez pas compris, voici ce qui vient de se passer. Depuis le début de la saga Spider-Verse, tous les Spider-Man se présentent avec cette formule. Je m'appelle telle personne. Je m'appelle Peter Parker. Je m'appelle Peter B. Parker. Je m'appelle Gwen Stacy. Je m'appelle Miles Morales. J'ai été mordu par une araignée radioactive ou toute équivalence. J'ai été mordue par une araignée radioactive. J'ai été mordu par, vous aimeriez le savoir, hein, avouez. Et pour tel nombre de temps, j'ai été telle itération de Spider-Man. Et pendant 10 ans, j'ai été le seul, l'unique. Et pendant les 22 dernières années, j'ai cru que j'étais le seul, l'unique. Et pendant les 2 dernières années, j'ai été la seule et unique Spider-Man. Spider-Man. Spider-Woman. Ce monologue va revenir à la fin du premier film avec Miles qui, entre-temps, aura dû écrire une dissertation sur qui il est réellement, faisant évoluer sa quête identitaire. D'accord, jusque-là, c'est clair. On a un message fonctionnel et un développement de personnages efficace. Mais quand Miles reprend cette tirade dans la suite, il omet totalement le fait d'être Spider-Man et il met l'emphase non plus sur le nom du héros, mais sur le nom de la personne derrière le masque. Je m'appelle Miles Morales. J'ai été mordu par une araignée radioactive. Je m'appelle Miles Morales. J'ai été mordu par une araignée radioactive! Et aussi, visuellement, ça fait écho à la scène du premier film avec le saut de l'ange. Mais dans la première scène, on voyait Morales tomber de façon incontrôlée avant de se ressaisir et de montrer qu'il maîtrise maintenant ses pouvoirs. Versus ici où le saut est parfaitement contrôlé après avoir sorti sa tirade à Miguel et où il le frappe à la gueule avec le message du film. C'est pas une image ou une métaphore pour dire qu'un message est évident. Miles frappe littéralement l'antagoniste avec le message du film. J'ai été mordu par une araignée radioactive! Et je suis certain que tu connais la suite, connard! C'est là que Miguel va essayer de remettre Miles à sa place pour lui faire comprendre que les événements canoniques doivent se dérouler d'une certaine façon. Il y a un monde qui n'est pas protégé par Spider-Man! Parce qu'elle t'a mordu, toi! Et Miles lui montrera que non, il ne va pas suivre ses idéologies. Tout le monde veut toujours décider du déroulement de mon histoire. Non, cette fois, j'en fais qu'à ma tête. Cette scène, le fait de tracer et d'écrire sa propre histoire, c'est à la fois une grande partie de l'arc narratif de Miles, une grande partie du personnage de Spider-Man dans beaucoup de ses itérations, mais aussi l'endroit où Miguel O'Hara a échoué. O'Hara, c'est quelqu'un qui a tenté de vivre la vie qu'il voulait, qui a échoué pour lui. Être Spider-Man est devenu un fardeau. Et il ne fait que rêver d'un monde où il pourrait avoir une vie normale. C'est ça qui fait de Miguel un excellent antagoniste. Il est le miroir de Morales. Il est une version de l'homme araignée aussi brisé qu'il est possible de l'être, ce qui fait qu'il exerce ses grandes responsabilités de façon biaisée et toxique. Et même s'il est rempli de bonnes intentions, la réalité c'est que c'est un antagoniste et un des meilleurs de sa catégorie. Pourquoi? Parce qu'il a une raison valable de s'opposer au héros. Donc au final, Miguel O'Hara, c'est peut-être pas un vrai méchant, mais c'est un vrai antagoniste. Pour son alignement, donc, il a un code moral avec des règles établies et mises sur papier qu'il va suivre même quand il pense avoir tort parce qu'il croit pleinement en son système. C'est difficile de faire plus loyal neutre que ça. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour qu'on parle plus de la saga Spider-Verse. Dites-moi en commentaire de quel autre méchant, voire même personnage on devrait parler et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.